Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Nous sommes en direct pendant 1 heure. Et comme nous nous retrouvons tous les 15 jours, tous les lundis à la même heure, de 13h à 14h. Merci à vous de nous suivre. Merci aussi à tous les invités qui viennent fréquenter le studio et nous raconter toujours des histoires passionnantes. Alors, il y a quelque temps, en fait, on avait enregistré une émission sur les palaces avec Serge Sueur, l'auteur du livre des palaces, avec également Béatrice Drouhen-Charnot, qui était une ancienne guide, et il nous avait parlé de l'histoire des palaces, une histoire passionnante pendant 1 heure, on aurait pu en faire encore bien plus. Alors aujourd'hui, en fait, puisque vous avez été aussi nombreux à nous le demander, on va s'intéresser plus particulièrement aux anecdotes des palaces, avec Serge Sueur, qui est donc... Bonjour Serge, qui est donc quand même l'auteur de ce livre, et qui est le plus à même, parce que vous êtes le plus à même à nous raconter toutes ces anecdotes, puisque vous avez un livre qui fourmille d'anecdotes de palace. Tout à fait, oui. Depuis 1881 jusqu'à présent. Alors, on va pas s'ennuyer. Pendant 1 heure, on va voir ça ensemble. Mais avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose une pause musicale avec The Mood of Love. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Un grand merci, merci à vous de nous suivre. Nous sommes toujours en direct dans l'épicerie culturelle du territoire sur Radio Grand Lac. Alors aujourd'hui, le sujet, donc on va rentrer dans le vif. Le sujet du jour, ce sont les anecdotes des palaces que Serge Sueur va nous raconter aussi passionnément. Qui nous raconte aussi sur les sites, puisque aussi vous organisez notamment pour les journées du patrimoine des visites, et puis vous racontez aussi ces anecdotes, parce qu'avant avant d'être des résidences de copropriété, ces lieux ont été des palaces, ont été foulés en fait par une somme de gens hors du commun. Donc on pouvait y croiser des têtes couronnées, l'aristocratie quand même du monde entier, des gens atteints par la célébrité. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu déjà, nous parler de cette masse de personnes venues du monde entier en fait sur Aix-les-Bains? Pour l'instant, on en a dénombré 44 têtes couronnées qui sont donc venues dans nos palaces entre 1884 et 1967, mais il y en a peut-être même d'autres, parce que la particularité de la ville d'Aix-les-Bains à l'époque, en tant que ville d'eau, c'est que ces célébrités qui venaient chez nous venaient incognito. Autant quand on était à Biarritz, Vichy, Trouville, Deauville, on avait les drapeaux du pays, du roi qui était dans tel hôtel, et tout le monde le savait. Ça forçait à respecter ce qu'on appelle l'étiquette. Les dames qui faisaient la révérence, les hommes soulevaient le chapeau. Mais là, on savait pas. Il n'y avait pas d'indication extérieure. Voilà, ces aristocrates qui venaient à Aix-les-Bains, ils venaient pour être tranquilles. Ils venaient pour, soi-disant, une cure de 3 semaines, mais ça pouvait durer encore plus longtemps. L'un des tout premiers, par exemple, c'est le prince de Galles. Le prince de Galles, lui, s'appelle Bertie. Sa femme, Alix. Ah ouais. Et il deviendra roi d'Angleterre quand même. Voilà. Quand Sissi, impératrice d'Autriche, vient, elle est la comtesse de Lemmen, un nom comme ça. Quand la reine d'Angleterre vient, elle est la comtesse de Balmoral. Elle n'est pas la reine d'Angleterre. Ah là là, même la reine d'Angleterre, en fait, elle avait son pseudo. C'était une petite comtesse qui se promenait dans un landau, un mini landau tiré par un âne, qu'elle avait acheté à Aix-les-Bains, Jacot. Ah oui, d'où la légende, parce qu'il y a une histoire qui a été racontée, la légende bien sûr, la légende de Jacot, qui est parti en Angleterre, il suivait la reine. Et la reine, avec son âne et son mini landau, un landau c'est un petit carrosse miniature, enfin non, c'était un carrosse miniature, elle montait au Splendide Royal pour voir toute la colonie anglaise, parce que on peut dire peut-être 50% de la clientèle de ces palaces, c'était une clientèle anglo-saxonne, et puis les Maharajas hindous, puis bien sûr des Russes, puis des Américains, puis un peu de partout, quoi. Mais on faisait le tour de la planète, en fait. En fait, oui, on faisait le tour de la planète à l'époque.
Heureusement. Il y avait des tsars, il y avait le Ah aussi, oui, bien sûr, on a eu Nicolas II qui est venu. Alors on a une photo extraordinaire qui nous a été remise par un des descendants Rossignoli, que je date d'environ 1906, dans l'angle sud du Splendide. On voit le roi Georges Ier de Grèce. À côté, on voit la reine d'Angleterre, Alix. À côté, la tsarine, qui est l'épouse d'Alexandre et qui a son enfant, qui est Nicolas II, qui va être tué par les bolcheviks. À côté, le roi de Danemark à la fenêtre, la reine de Danemark. À côté, la reine de Hanovre. Et puis, il y a un autre personnage. Alors lui, il est que amiral. Bon, mais ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il est quand même sur la photo. Oui. Alors, vous vous dites, il y a quand même 5-6 têtes couronnées là pour une photo de famille, quoi. Et toutes ces photos, là, alors, peut-être qu'on va, Serge, vous resituer, parce que c'est aussi important. Vous venez de parler, vous venez d'évoquer, en fait, les Palaces Rossignoli. Donc, vous êtes président de l'association des Palaces Rossignoli. Qui a pour vocation, alors peut-être que vous pouvez déjà nous en dire plus. Oui, alors notre vocation au départ, c'était retrouver toutes ces archives, retracer l'histoire de ces palaces, et puis aussi, deuxième mission très importante, s'assurer qu'il n'y a pas dégradation du patrimoine qui est classé monument historique, et voire même le restaurer quand on peut. Voilà, donc ça, ce sont nos missions. Alors, ce que je peux vous dire, ça sera déjà une première anecdote, peut-être pas dans l'ordre chronologique, mais je vous la raconte. Quand on a créé avant de créer cette association, en fait, on apprend que notre député maire de l'époque, en 2005, va faire une commémoration du 50aire des accords franco-marocains qui s'étaient signés donc à Aix-les-Bains. On apprend que ça s'était signé au Splendide. Comme on a encore tous les anciens numéros des chambres, en fait, je me suis rendu compte que c'était au 4e étage du Royal. C'était plus facile à sécuriser avec les services de sécurité de l'époque, comme on était à 2 doigts d'une nouvelle guerre civile. Et donc, il faut savoir que quand on dit que les gens descendaient au Splendide, ils descendaient au Splendide, Royal et Excelsior. C'était la trilogie. C'était un seul, c'est ça ? C'était une seule unité, immense, immense. Donc, il y avait combien de chambres, Serge, sur l'ensemble ? C'est difficile à dire parce que probablement entre 200 et 300. Mais ça, en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait jamais autant de monde qu'on pourrait l'imaginer. Parce que ces familles qui venaient, elles réservaient des suites, voire des étages complets. Quand il y a le roi du Hadjad qui vient, c'est donc le roi d'Arabie Saoudite, ou quand on a le roi du Qatar qui vient, il loue 2 étages. Ça, c'est en quelle année, quand vous parlez du roi du Qatar, du roi d'Arabie Saoudite ? Je pense que ça va être aux alentours de 1952, quelque chose comme ça. Donc là, on est après la Deuxième Guerre mondiale. Plus tard. C'est beaucoup plus tard, oui. Alors l'anecdote que je voulais vous raconter, avant de créer cette association, on s'est dit, puisqu'il va y avoir une commémoration franco-marocaine, on va inviter les délégations marocaines à venir visiter. On s'est dit quand même, il faudrait qu'on donne un grand coup de nettoyage. Alors avec des brosses à dents, on nettoyait les grilles d'ascenseur pour que ce soit à peu près propre. Donc on était au moins une douzaine de volontaires du Royal. Et combien de brosses à dents ? Elle s'usait vite. Et puis on a écrit des lettres manuscrites pour les Marocains. On a été voir Fleur Tari, qui est une journaliste qui habite au Splendide. On l'écoute, toi qui as les moyens, tu prendrais pas un avion pour aller à Casablanca ou à Fès porter nos invitations? Ben, elle l'a fait. C'est quand même sympa. Et alors ça, c'est royal quand même. C'est royal, oui. Et donc, ces délégations arrivent. Et ces délégations demandent à notre député maire Dominique Dore de l'époque, mais nous, on veut aller visiter là où se sont signés les accords au Splendide Royal. Alors, Dominique Dore obligé de réserver des cartes pour monter les délégations les unes après les autres. Et nous, on se retrouvait avec ces délégations. On n'était pas guide encore à l'époque. On savait pas trop quoi raconter. Et je me souviens, à un moment donné, donc j'ai un groupe d'environ une quinzaine de personnalités marocaines qui étaient en demi-cercle, à peu près dans le hall classé là du Splendide. Et je commence à raconter l'histoire de 1955 en disant les maquisards de l'Intiglad qui venaient de d'ouvrir le feu sur nos soldats au Maroc, ça allait être pire que la guerre d'Algérie bientôt. Eux-mêmes, ils ont été boire une collation sur la terrasse du coffee bar. Et là, ils ont été pris sous le feu de la presse et des premières télés de l'époque. Et il y a un monsieur en redingote, âgé, plus de 85 ans, qui s'avance et il fait « J'y étais ». Incroyable. Je vous dis pas, c'est que moi, j'y étais pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu raconter comme connerie? Et donc, en fait, il était là, et les Marocains le cercle se fermait autour de lui, mais dans une posture pas religieuse, mais presque. On sentait que c'était quelqu'un.
Alors donc on a continué la visite, on s'est fait prêter les clés de l'appartement du 4e étage au Royal. Ils étaient assis là dans l'appartement du chirurgien dentiste et ils disaient faut qu'on achète, c'est le siège social de notre pays, il est né là. Alors après donc on s'est retrouvé un peu plus tard. Pierre Pirat du Manoir nous avait préparé un petit pot d'honneur et cette personne s'est rapprochée de moi puis m'a dit ça fait plaisir de revoir ici. Après, j'ai eu une bonne carrière. Hein. J'ai été Premier ministre. Mon fils n'a pas pu venir. Il est ministre de la Culture. Puis j'ai nommé celui-là. J'ai nommé celui-là. Puis j'ai nommé celui-là. Là. Il y avait quatre ministres et anciens ministres dans cet aéropage qui était là. Voilà une petite histoire. Et j'ai eu un peu peur à un moment donné. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raconté ? Décidément, ça a toujours été sélect, hein ? Oui. Et puis inattendu, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc voilà, ça nous a donné cette idée de créer cette association. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association ? On est 18. On cherche pas le nombre, on cherche des gens qui vont nous apporter des archives. Ça aide aussi à situer. Voilà. Alors, si vous voulez, on pourrait presque commencer par ordre un peu chronologique. Allez, on y va. On démarre 1881. Allez, 1880. 1880. Qu'est-ce qui se passe en 1880, Serge ? Alors, Gaudens-Rossignoli, qui a monté un hôtel qui s'appelle l'hôtel Bristol et de Venat, en centre-ville, pas très loin du casino, se dit il faut qu'on monte des hôtels sur les coteaux, là-haut, où il y aura vue sur le lac. Et puis aussi beaucoup moins de tracas dans la rue, parce que les rues d'Aix étaient étroites, et vous aviez les landaux, les calèches, les transporteurs, les ânes et tout le monde. Et il y avait même les charcutiers et les bouchers qui étaient dans la rue des Moulins à l'époque. Hein. Donc ça faisait un peu moyenâgeux pour dire la vérité. Mais là où il y a les palaces aujourd'hui, donc un peu en hauteur, il y avait rien. Il y avait rien. C'était des vignes, des pâturages et des vignes. D'accord. Donc il a cette idée. Alors après, il faut le financer, le projet, parce qu'il est faramineux par rapport au canon de l'époque. En belle hôtellerie à l'époque, on a surtout des auberges, des hôtels de passage, mais des endroits pour recevoir pendant 3 semaines, voire plus, des personnes qui vont avoir tout le confort. Ça existe peu. Il y a les Roches Noires à Trouville. Deauville n'existe pas encore. Il y a Hyères, qui commence à avoir une belle hôtellerie. Et puis ça commence à pousser tout juste à Cannes, Nice. Plus tard, Monaco, les premiers palaces, premiers casinos de Monaco fait faillite parce que le train n'allait pas jusqu'au bout. Il fallait 4 heures de calèche pour y aller. Donc, en fait, quand Gaudens-Rossignoli crée son palace, c'est vraiment le début de cette hôtellerie de luxe. Mais il a eu l'envie, ou en tout cas, c'était porteur, parce qu'il y avait déjà beaucoup, de têtes couronnées qui venaient, ou alors en fait c'était quand même encore un terrain vierge qui s'est développé après. À mon sens, j'ai pas trop d'archives sur ce que je vais annoncer, mais du fait qu'il avait cet hôtel Bristol et de Venat, il avait donc déjà le prince de Galles et il avait déjà des personnes. D'accord. La meilleure des preuves, c'est que quand il va ouvrir, quand il va faire l'inauguration en mai 1884, là, du premier palace, le Splendide, en fait, il a déjà des clients depuis le mois de mars. Et un des descendants Rossignoli m'a donné la liste des clients de l'époque. Il y a des Américains, beaucoup d'Anglais, des Danois, des Italiens, et il y a un seul Français. Et il y a déjà énormément de nom. Et quand on voit le nombre des chambres ou des suites, il y a des familles américaines, ils réservent 7-8 chambres d'un coup. Mais moi, je me demande comment ils étaient, comment la promotion se faisait, en fait. Alors, en plus, les Français n'étaient même pas sur place, c'était déjà à l'étranger. C'est comme si Aix-les-Bains était déjà porté à l'étranger. Aix-les-Bains était déjà porté, oui, mais Aix-les-Bains était déjà une ville renommée, hein, non seulement dans le monde du thermalisme, mais plus comme cité, on va dire, climatique. C'est-à-dire au même titre qu'il y avait les villages suisses, Aix-les-Bains, c'était un endroit où sur la planète, quand les gens vivaient dans des conditions climatiques difficiles, on va dire Malaisie, Indonésie, l'Inde, eh bien leur médecin leur disait faites un arrêt ou en Suisse ou à Aix-les-Bains. C'est incroyable. Ça me paraît incroyable de dire tiens, on est en Inde. Et en Inde, on a pu conseiller, par exemple, un séjour à Aix-les-Bains. Oui, un Indien. Je trouve ça incroyable. L'un de nos tout premiers clients, c'est dès 1888, c'est le Maharaja de Baroda. Alors, le Maharaja de Baroda, bien sûr, il arrive par bateau en passant par Suez. Il a dû, je pense, amérir ou atterrir à Gênes, prendre le train soit jusqu'à Milan ou Turin. Et là, comme ils sont 88,
Il n'y a pas assez de place dans le train. Donc 88 bonhommes pour pardonnez-moi entourer le l'expression, Maharaja. bonhomme et bonne femme. Et bonne femme. Bien sûr. Alors, Moi, je suis naïve, hein, alors. alors donc, dans le train, ils ont dû en mettre 40 ou 50 les premiers, et puis ont suivi plutôt les domestiques, et puis les chaudrons à riz, parce que le Maharaja, il mange du riz cuit d'une certaine façon dans son chaudron à lui. Ah oui. Ah oui, donc Et en puis, fait, il a parfois, finalement apporté un peu de son pays oui, et c'était de tout son leur environnement. tradition religieuse, oui. D'accord. Alors, mais même le roi du Qatar faisait ça. Le problème, c'est que de temps en temps, ça marquait un petit peu les planchers des chambres quand il faisait cuire trop près. Mais bon, il payait, on refaisait le plancher. C'était pas un gros problème. Mais alors, parlez-nous un peu plus du Maharaja, là. Ça m'intéresse. Ce Maharaja, il est jeune, il a 25 ans. Donc, dans les 88 personnes qui l'accompagnent, il y a la Maharani, c'est l'épouse principale. Et puis, il vient avec 4 princesses. Et 6 princes de son royaume, 6 hommes armés qui gardent le coffret des diamants, saphirs et émeraudes. Il doit en avoir 2000 et quelques, 1800 et encore 2000 et quelques. Enfin pas grand-chose, quoi. Quelques millions maintenant, ou milliards. Quelques bagatelles. Oui. Alors, il y avait sûr qu'il y avait un coffre-fort, hein, vous doutez bien, dans l'hôtel, et les hommes armés qui gardaient la fortune. Alors, ce Maharaja, donc il s'est rendu compte que ces femmes qui l'accompagnaient, habillées en sari, ça surprenait la population aixoise. Tout le monde se passait le mot. Il y a des femmes extraordinaires qui sont là-haut, splendides. Il faut aller les voir. Alors tout le monde cherchait à les voir parce que elles étaient en sari en bas. Puis vous savez, c'est le nombril à l'air. Il y a une sorte de bustier. Le sari remonte sur la tête derrière. Enfin, puis tout ça, c'est tout de la soie magnifique. On a des photos de ça? Non, on n'a pas les photos de cette époque. Mais moi, j'ai été plusieurs fois aux Indes. Je peux vous dire que les femmes en sari, elles sont magnifiques. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Alors le problème, c'est que le Maharaja, il appréciait moyennement quand même toute cette foule qui venait voir. Alors il a exigé de Gaudens-Rossignoli de partager le parc en deux, d'en privatiser une partie, et sur la terrasse, plein sud, il a exigé un escalier privatif pour pouvoir que ces femmes puissent descendre dans le parc. Après, on a démonté, on retrouve les traces de ferrure, mais l'escalier a été démonté, un escalier éphémère. Juste le temps de sa venue, de son séjour. Voilà. Ah bah dis donc. Alors, pour finir l'anecdote, ce prince était très en avance par rapport aux mœurs hindoues et indiennes, et il se targuait d'être assez occidentalisé. Et la Maharani lui a dit, écoute, puisque tu dis, mon cher époux, que tu es occidentalisé, tu ferais bien de respecter, comme les Français, une seule épouse. Et là, le Maharaja a hésité, peut-être même longuement. Alors la Maharani, elle a décidé de piquer toute la cassette des bijoux, des diamants, et elle est partie à Paris. Elle a assuré le coup. Elle s'est dit, vu l'hésitation, moi je ne vais pas hésiter. Voilà, bon, donc là, ça c'est une belle petite histoire. Et il est venu plusieurs fois? Il venait plusieurs fois? Non, ce Maharaja est venu qu'une fois, mais on en a eu énormément. Vous avez un reporter américain qui s'appelle Mark Twain, qui venait en 1898, je pense, quelque chose comme ça. Et il dit que quand on rentrait dans la salle de restaurant du Splendide, la salle était enturbanée. C'est-à-dire, vous savez, ils avaient leur turban, même à l'intérieur. Oui. Donc ça veut dire qu'il y avait énormément d'Indiens. Puis pour pouvoir se payer le coût du palace à l'époque, c'est que c'était des Indiens plutôt riches. Alors c'était comment, justement, en parlant coût, quel coût est-ce qu'on pourrait avoir une équivalence? Est-ce que c'est très difficile. Enfin. Oui, par rapport à aujourd'hui. Oui, par rapport à aujourd'hui, c'est difficile. Ce que je peux vous dire, c'est que quand Louis Rossignoli, au décès de son père, c'est donc l'aîné de toute une fratrie et sœurerie, il y a 6 sœurs derrière lui, quand il hérite que d'un 7e, et en fait, il est contraint, pour pouvoir gérer ces 2 palaces, le Splendide et l'Excelsior, de créer une société. Et à ce moment-là, donc, il y a une vente qui se fait aux enchères à la bougie entre les descendants de Gaudens-Rossignoli face à cette nouvelle société, face à la nouvelle société hôtelière. Et donc, ça se vend 3 100 000 francs. 3 100 000 francs en 1910, en février 1910. Ça ferait à peu près 12 millions d'euros maintenant.
D'accord. Voilà. Mais je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Ça veut pas dire. C'est vrai que c'est difficile. Oui, c'est difficile de traduire. Donner une correspondance. Je sais que j'avais calculé à une époque combien ça faisait d'heures d'ouvriers ou de lavandières. C'était peut-être 1200 lavandières pendant un an. Oui, mais je pense que là, c'est trop dangereux de faire ces comparatifs. On ne pouvait pas imaginer. Les gens qui étaient riches étaient très riches. Si vous voulez, par rapport à maintenant, le ratio était différent. Et ces gens qui venaient, ils avaient des courriers. Le courrier, c'était un homme de confiance qui organisait tous leurs voyages, leurs réceptions, voilà. Et c'est le courrier qui avait l'argent dans la monnaie de la personne de l'époque, qui aurait pu être un Moyen-Oriental ou Amérique du Sud. Donc avec cet argent, il fallait le confier au concierge, qui était un homme de confiance aussi, qui allait négocier avec les banques des taux de change. Et la personne riche, qui savait plus trop où elle en était, ça ne l'intéressait pas trop de savoir, elle venait, elle demandait de l'argent pour aller au casino, et puis quand le concierge disait, vous savez, il faudrait bientôt réalimenter, le courrier allait rechercher de l'argent. Oui, c'était pas un problème. C'était pas un grand problème. C'était pas un problème. Par exemple, quand on a eu les armateurs grecs qui venaient, dont Boulouris, quand il descendait jouer au casino, il venait déjà de Suisse, de Genève, avec plusieurs voitures. Et quand il commençait à perdre beaucoup, jusqu'à 20 millions quand même, au casino d'Aix, il renvoyait un chauffeur avec une voiture, aller rechercher de l'argent à la banque. Ouais. Alors, vous êtes l'auteur du livre Palace d'Aix-les-Bains, plus exactement, qui est disponible en fait dans les librairies à Aix-les-Bains, aussi au à l'espace culturel. À l'espace culturel de Leclerc, bientôt à Carrefour aussi à Grésy. Oui. Je dis ça aussi pour les auditeurs qui veulent se le procurer. Dedans, il y a énormément d'anecdotes. Donc là, on va en aborder quelques-unes. Alors je vous coupe un peu parce que c'est vrai qu'il y a tellement diverses et variées choses à dire. Comme disait une certaine personne, on n'est pas encore couché. On n'est pas encore couché. Donc, alors moi, il y a une histoire qui m'a fascinée, c'est celle de Sissi l'impératrice. Alors, juste avant, on va marquer une pause musicale et on se retrouvera après. Et si vous voulez bien nous parler de cette chère Sissi. Entendu. Merci. Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci de nous suivre dans cette émission passionnante grâce à notre ami Serge Sueur et spécialiste des palaces, des anecdotes des palaces dont il est question aujourd'hui. Alors, on a vu, vous nous avez raconté, Serge, l'histoire de ce Maharaja qui venait avec ses femmes et tout son monde peupler les palaces. C'est sûr qu'il y a une histoire juste avant la coupure musicale. Je vous ai demandé aussi de parler de Sissi l'impératrice, puisque moi j'ai été très passionnée aussi par cette histoire, cette petite histoire croustillante qu'on retrouve dans votre livre Les Palaces d'Aix-les-Bains, l'histoire de Sissi l'impératrice. Et hors antenne, du coup, il y a tout de suite aussi notre ami Jean-Pierre Germain qui aussi a réagi en disant mais Sissi l'impératrice, elle est montée aussi à pied à la Chambotte parce que tout à fait, depuis Aix-les-Bains. Pour ne pas dire que elle était sportive, Sissi. Pour ne pas dire que tu habites vers la Chambotte. Oui. Hein, oui, j'habite à la Chambotte et le Belvédère, c'est ma deuxième maison, c'est peut-être même la première. Et depuis déjà de très nombreuses années, j'ai étudié le livre d'or et j'ai étudié l'histoire du Belvédère à la Chambotte, le livre d'or officiel plus les livres d'or qui sont officieux. Et donc, c'est vrai que je n'ai jamais trouvé la signature de Sissi, bien qu'elle soit montée en 1895. Et non pas 98 comme tu disais, Anne. Non, je rectifie, Jean-Pierre. En tout cas, voilà, donc elle est montée en 1895 et je suis très heureux de participer à cette émission qui est passionnante. Alors, est-ce que Serge, vous pouvez nous en dire plus donc sur cette fameuse Sissi? Alors, ce qui surprend, et ça rebondit sur ce que j'ai dit en préambule, sur les gens qui venaient ici à Aix-les-Bains un peu de façon incognito. Quand Sissi impératrice d'Autriche arrive à Aix-les-Bains, elle arrive avec son train et son wagon de sport et d'aérobie, etc. Donc, c'était vraiment effectivement une sportive. Elle est accompagnée d'environ, de mémoire, c'est peut-être l'ordre de 16 ou 18 personnes. Le train se gare
c'était l'habitude. La reine d'Angleterre avait son train aussi. Donc, il y avait des petites voies ferrées en annexe pour mettre les trains des gens qui nous rendaient visite comme ça. Il y a la reine d'Espagne aussi. Qui est venue avec son train. Enfin, voilà. On revient avec Sissi. Quel âge elle avait, Sissi? Moi, je pense aussi à Romy Schneider. Voilà. Oui, mais en fait, Sissi, c'est sans doute c'est déjà une dame qui approche peut-être la soixantaine. Ah oui, alors moi, je l'imaginais une trentaine d'années. Oui, mais il paraît qu'elle est tellement svelte, tellement sportive, très belle. Alors, par contre, elle est habillée de noir. Ah, pourquoi elle est habillée de noir? Parce qu'elle n'aurait pas perdu un fils à Meyerling, par exemple. Par exemple. Non, mais c'est tout ce Jean-Pierre, mais... Ah oui, mais c'est le cinéma aussi, ça. Meyerling avec le docteur Givago, etc., etc. Oui. Mais Jean-Pierre, on peut se poser la question, quand elle vient ici, quand ça se fait qu'il n'y a pas le représentant soit du gouvernement français, soit du préfet? Parce qu'elle vient à titre privé. Voilà. Elle vient incognito comme... Et devine qui c'est qui l'invite? Léopold II, roi de Belgique. Oui, d'accord. Pourquoi? Eh ben parce que en fait, Rodolphe, le fils de Sissi, a épousé Stéphanie, qui est la fille de Léopold II. Donc en fait, ils sont liés. Ils étaient tous cousins et liés. Et on n'en parle jamais de cette pauvre Stéphanie. Mais elle s'est trouvée veuve quand son dégourdi de Rodolphe de Marie est parti avec la jeune comtesse Valtara, je retiens jamais son nom. Et ils ont été suicidés là-bas à Meyerling. Tout le monde connaît l'histoire. Tout à fait. Et donc, ce qui fait que les dirigeants, enfin les rois d'Europe étaient tous cousins. Il y avait tous en ancêtre commun la reine Victoria. Et donc, au début de la Première Guerre mondiale, Georges, le roi d'Angleterre, le Kaiser, Guillaume II et le tsar Nicolas II sont tous cousins. Sont cousins germains. Oui. Sont cousins germains. Donc, la Première Guerre mondiale est en fait une guerre de famille. Oui. Alors, je vais rebondir sur ce que tu dis et peut-être même approfondir. C'est qu'en fait, avant d'arriver à la reine d'Angleterre, je voudrais pas dire l'état de la génération d'avant, ce sont des Gotha. Tout à fait. Les Saxe, les Cobourg-Gotha. Saxe, Cobourg-Gotha. Alors, ce sont 3 petits duchés qui sont à la limite du Danemark, Hollande, par là, et Allemagne. Donc, l'Allemagne actuelle, à côté de la Prusse. Voilà. Et donc, ils ont réussi, ces petits roitelets, pardonne-moi l'expression, ils ont réussi à caser, je parle mal, à caser leurs enfants dans pratiquement toutes les cours d'Europe. Si bien qu'il y avait des Gotha de partout, dans la cour d'Espagne, dans les cours italiennes, de partout. Si bien que maintenant l'expression, à cette cérémonie, il y avait tout le Gotha. Ça veut dire, il y avait toute l'Europe, quoi. Toute l'aristocratie de l'Europe. Les Saxe, Cobourg, Gotha, que la reine Victoria fait transformer en Windsor pour que ce soit un peu moins allemand et prussien. Voilà, exactement. Bon alors, messieurs, vous égarez, puisque moi, je reviens avec mon anecdote de Sissi et de ses bains de lait. Bon, alors. Donc, j'aimerais qu'on y vienne. Voilà. Alors, effectivement, Sissi, dans ses thérapies et ses sports, souhaitait, et on va même dire exigeait, des bains de lait d'ânesse. Alors, dans nos palaces, les baignoires, qui sont sur des pieds, genre pieds de lion, en tôle émaillée de 7 mm, elles contiennent entre 180 et 220 litres. Alors, mes origines matheuses m'ont conduit à dire combien une ânesse peut produire de lait. Alors, je crois que c'est des personnes plus compétentes que moi le diront, mais mettons que ce soit 1,8 litre. Combien faut-il d'ânesse pour remplir la baignoire? Et donc, combien faut-il de personnel dans les palaces pour courir chez les agriculteurs du coin pour trouver des ânesses qui sont en passe de donner du lait? Oui, tout à fait. Bon, alors, je vais être cruel, mais je me demande si on le coupait pas un peu avec du lait de vache dans la baignoire. Oui, bien sûr. Elle a rien dit. Elle a rien dit. Donc maintenant, il y avait les ânes, il y avait les mulets, il y avait les mules. Voilà, donc il y avait quand même plus que maintenant. C'est vrai aussi, exact. Et donc du coup, en fait, c'était des ânes du Revard, enfin du coin, c'est ça? Oh ben probablement, plus parce proche, que ça se... Plus proche. Oui, ça ne s'exportait pas. Non. Il y avait pas même les bidons à lait en aluminium n'existaient pas, donc c'était un seau. C'était un seau, oui. Rassurez-moi, Serge, elle prenait quand même pas un bain tous les jours? Ou alors elle changeait quand même pas de lait tous les jours? Chère Anne, nos archives ne nous donnent pas de points sur ce coup d'archives.
Bon, on saura pas. On saura pas. Alors par contre, elle allait se promener dans le bois Vidal, qui existait déjà à l'époque. Hein. Il y a juste à traverser la rue Georges Ier pour rentrer dans le bois Vidal. Et elle se faisait accompagner de son lecteur grec. Donc elle parlait plusieurs langues. Et ce qui est surprenant, quand elle était au Splendide et qu'elle parlait avec Gaudens-Rossignoli, il parlait dans le patois du Savoie-Piémont au nord, à la frontière de la Suisse. Et elle avait une sorte de patois allemand qui était plutôt bavarois. Et ils arrivaient à se comprendre comme ça. Donc, ils s'amusaient tous les deux à parler dans leur patois. D'accord. Et du coup, ça me laisse à penser aussi comment, finalement... comment il parlait en quelle langue, alors, j'allais dire, avec les autres Aixois ou avec comment ça se passait en fait pour se faire comprendre. Eh bien, c'est l'époque où j'aurais voulu vivre, vu que je suis très mauvais en anglais et que j'arrive pas à retenir cette langue. C'était le français. Le français était la langue de la diplomatie. Donc vous receviez un Russe, il parlait nécessairement français, un Américain d'une élite, il apprenait le français puisqu'il parlait déjà l'anglais. Donc quand on avait une langue à apprendre, on apprenait le français. Une autre langue que sa langue maternelle. C'était l'anglais, c'était l'anglais d'aujourd'hui, j'allais dire. Enfin, c'était la langue diplomatique. Tout à fait. Diplomatique. C'était bien quand même. Oui. Hein. C'était bien. Oui, c'est pour ça que je dis j'aurais bien voulu vivre à cette époque, mais du côté de l'aristocratie. Hein. Oui. Parce que si on avait été Camus pour les Canuts là-bas à Lyon, je pense qu'on gagnait moins bien sa vie. Hein. Ouais. Il y avait des révoltes là-bas à l'époque. Dites, on n'a pas parlé de Georges Ier. Mais enfin, oui. Alors. Roi de Grèce, ou roi des Grecs, hein. Roi des Grecs. Roi des Hellènes. Des Hellènes aussi, on dirait pas, c'est plus classe encore. Alors, Georges Ier, il va venir à partir de 1888 et il va toujours louer ces choses rares dans un palace. On a toute la partie sud du palace où il y a déjà les chambres au rez-de-chaussée surélevées. Et lui, donc, il louait toutes ces suites. Et quand, en 1906, il y a eu la création de l'Excelsior, qui était l'annexe de l'autre côté de la rue, il louait encore un étage ou deux pour loger sa famille, les ministres plénipotentiaires qui allaient à Athènes, etc. Et quand on dit qu'il venait avec sa famille, il faut savoir qu'il y a du monde dans sa famille aussi. Il y avait donc Constantin, le fils, qui va devenir le roi. Le roi de Grèce, tout à fait. Il y avait Nicolas. Nicolas, c'est celui qui avait organisé les Jeux Olympiques à Athènes. Et en 1924, il est décidé de faire les Jeux Olympiques d'hiver. Bien sûr que Nicolas, qui a passé une partie de son enfance à Aix-les-Bains... Il veut les faire ici. Donc il a dit, il faut donner les Jeux Olympiques d'hiver à Aix-les-Bains. Eh bien, la mairie a refusé en 1924. C'est pas vrai. Et c'est Chamonix par défaut. Oh là là, mais c'est pas vrai. Et pourquoi elle a refusé ? Parce que nos hôteliers, l'hiver, ils ferment. Ils ferment. Et les brigades partaient dans le Midi pour la saison d'hiver. Et parfois, il n'y avait pas de chauffage dans nos hôtels à Aix. Donc, il n'y avait pas tant de capacité que ça. D'accord. Donc, c'est Chamonix qui a récupéré les JO. Alors que c'était une ville d'alpinistes et pas une ville de sport d'hiver à l'époque. Si vous regardez Chamonix, c'est tellement encaissé. Les pistes, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Alors, on peut rappeler les sports qu'il y avait, parce que du coup, les Anglais ont apporté pas mal de sports, hein. Alors, disons qu'on a fait les sports pour recevoir les Anglais. Ah, d'accord, c'est inversé. C'est inversé. Alors, bien sûr, on a fait le golf. On a fait l'hippodrome. Ouais. Les tirs aux pigeons, le rowing. Vous savez, les Aixois disent toujours c'est la plage des ruines. Non, c'est la plage du rowing. En anglais, c'est aviron. Donc quand on va, il y en a pas mal d'ailleurs d'aviron sur le lac. Il y a encore eu des titres le week-end dernier là, au niveau national. Oui. Le club d'aviron. Oui, c'est un très très vieux club, notre aviron. Donc ils ont amené tous ces sports. Voilà. Alors les tirs aux pigeons, on en a même eu 2 à un moment donné. Et à partir de 1918... Et ça se pratiquait où ? Le tir aux pigeons, il se pratiquait où ? Alors, en dessus, là. Au-dessus, il y a Saint-Simon, c'est encore un peu plus haut que Saint-Simon, un peu en direction de l'autoroute, là. Il y a un chemin qui grimpe, là. Le chemin du tir aux pigeons. Chemin du tir aux pigeons, exactement, oui, c'est ça. Et donc, où on voit la différence des mœurs, à partir de, on va dire, les 1919-1920, les femmes qui viennent dans nos palaces, elles sont, j'allais dire, Charleston, cheveux coupés à la garçonne, et parfois elles conduisent des voitures. Ça, je me demande quand même comment on a pu oser une chose pareille, des femmes qui conduisent des voitures. Vous vous rendez compte que le Figaro cite une Américaine qui part d'Aix-les-Bains seule au volant de sa voiture pour aller au Grillon à Paris. On est compte l'expédition. Ça, c'était en quelle année, ça ? 1919-1920. D'accord. Donc
En fait, on a l'impression que notre civilisation, elle existe depuis des générations. C'est court, hein. En fait, c'est très très court. Oui. Et une des premières femmes, un petit aparté, une des premières femmes à avoir le permis en France, c'était la mère d'Yvonne Vendroux qui s'est mariée ensuite avec Charles de Gaulle. Ah. Madame Vendroux-Mère a été un des premiers permis de conduire en France, peut-être le deuxième ou quelque chose comme ça. 1895, entre 1895 et 1900. Alors, on va revenir sur nos trois Grecs, Georges Ier. Alors, en fait, il est danois. C'est-à-dire, les Grecs n'arrivent pas à se supporter entre eux dans leurs îles, donc il vaut mieux leur mettre un roi étranger qui habite loin puis qui parle moyennement bien leur langue. Comme ça, ils ne se disputent plus entre eux. Je suis méchant quand je dis ça. C'est ça. Et puis, figurez-vous que quand à peine Georges Ier devient roi, ils sont pratiquement en faillite, les Grecs. Il n'y avait pas Merkel à l'époque pour essayer de les sauver. Oui, déjà. Donc voilà, c'est un peuple qui avait du mal à gérer ses finances à l'époque. Hein. On n'en parlera pas de maintenant, c'est pas le sujet. Alors Georges Ier, il se mettait, donc comme il y a une terrasse, et puis il y a la sortie pour aller dans le parc du Splendide. Alors il y avait une sorte de treillis, alors il se mettait le plus près possible, puis il essayait d'écouter pour savoir ce que les gens pouvaient dire de lui. Voilà, ça c'était un peu de l'espionnage de l'époque. Puis il se promenait dans les rues d'Aix-les-Bains, il allait jouer au golf, il avait son landau, et Gaudens-Rossignoli a fait caoutchouter les roues du carrosse pour pas que ça fasse du bruit sur les pavés. Donc c'était, vous vous rendez compte, déjà un carrosse à roues en caoutchouc fait par Carraz, qui existe toujours. Est-ce que ça le dérangeait, c'est ça? Non, c'était le luxe. C'est ça. C'était le luxe. Voilà, le roi, quand il venait, il avait un carrosse spécifique pour ses promenades. Et il était aussi anonyme? Il venait en... Alors, non, tout le monde le connaissait, tout le monde savait que c'était le roi, mais alors il s'embarrassait pas de protocole, donc ça allait bien. Justement, tiens, dans le protocole, il descendait par la rue du Puy d'Enfer. Alors, c'est une rue qu'on prend pratiquement plus maintenant, là, parce qu'il y a eu les thermes Pétriaux, mais avant, on descendait de nos palaces directement vers les anciens thermes Pellegrini. Et en passant dans cette rue du Puy d'Enfer, il y avait un lavoir communal. Et bien entendu, il y avait toutes les lavandières aixoises qui étaient là, et vous voyez la posture de ces dames quand elles sont en train de frapper leur linge sur le plan incliné. Donc la mairie, elle s'est dit quand même, ce pauvre roi Georges Ier, il a une vue directe sur le haut des cuisses de ces dames. Il doit être outré. Alors ils ont décidé de mettre une palissade en tôle avec des poteaux, etc. Quand le roi passe après la pose de cette palissade, les filles étaient là, les deux mains comme ça, avec le nez qui dépassait de la palissade. Sire, vous avez vu, ils nous ont parqués comme des bêtes, il paraît que vous étiez outrés de voir nos fesses. Le roi a dit, pas du tout, il est descendu voir la mairie, il a dit, vous allez m'enlever ça tout de suite. Et la palissade a été enlevée? Et la palissade a été enlevée. Après, d'autres fois, il se promenait... Comme quand on se fait des idées, parfois. Ouais. Alors, une autre fois, il se promène en direction du port aux filles, comme on disait à l'époque, et il y a un agriculteur, il y avait beaucoup de cerfs à l'époque. Qu'est-ce que c'était le port aux filles? Est-ce que c'est le petit port maintenant? Non, c'est à côté du petit port maintenant, c'était les petits bateaux, les filles, oui. Voilà, donc oui, je crois que c'est à côté du Pour moi, petit port maintenant. C'est plutôt à côté du petit port voilà, actuel. C'est plutôt parce que le boulevard du port aux filles arrive à côté du petit port. C'est ça. Et donc, il se promenait à pied ici, et cet agriculteur lui dit, Sire, parce que tout le monde savait que c'était le roi de Grèce, il est venu 23 ans de suite. Hein. Alors, il disait, Sire, il y a quelqu'un qui vous suit, et... Georges Ier de dire, c'est mon garde du corps, mais je peux plus le supporter, je lui ai dit d'être 200 mètres derrière. Sauf que, en 1913, Georges Ier est à Salonique avec ses deux fils, ses trois fils même, ils viennent de battre, ils ont livré bataille et ils ont gagné la guerre cette guerre-là, contre les Turcs. Et Georges Ier qui se promène dans la rue de Salonique, il se fait assassiner par un démon. Même pas par un Turc, par un démon. Ouais. Voilà. Donc on a perdu un bon client. C'est vrai qu'il était citoyen d'honneur de la ville d'Aix-les-Bains. Donc il présidait beaucoup de nouvelles opéras, de choses comme ça qui étaient données ici. Bon, merci Serge. Passionnant tout ça. Oui, c'est passionnant. On va marquer quand même une dernière pause musicale. Quand tu veux. C'est toi la avec les Palaces. On va écouter les Palaces quand même. Ouais. C'est de circonstances. Et puis on se retrouve 20h30 de toute façon. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. Allez, c'est parti. Sur les bords du lac du Bourget, votre Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire.
Ah, les palaces à Aix-les-Bains, que d'histoires croustillantes. Ils regorgent, que ce soit le Splendide, l'Excelsior, le Royal, qui ne formaient qu'un d'ailleurs à l'époque, pendant un moment donné. Merci beaucoup Serge Schuer d'être là pour nous livrer toutes ces anecdotes qu'on retrouve dans votre livre, Les Palaces d'Aix-les-Bains. On donnera peut-être plus de détails aux auditeurs pour ceux qui veulent se le procurer. On retrouvera aussi des informations et des photos sur le site de Radio Grand Lac, notamment la page aussi de l'épicerie culturelle du territoire. Mais on n'a pas fini notre émission et Serge, je crois que on en veut encore. Alors, quelle anecdote vous allez nous raconter maintenant? Le problème, c'est qu'il y en a tellement. Allez, on va en prendre une au hasard. Choisissez. Allez, Pierpont Morgan. Pierpont Morgan, c'est un financier américain qui a fait fortune dans la banque, mais il a aussi racheté énormément de sociétés, et notamment, il a racheté une société qui s'appelle la One Star Company. Cette One Star Company vient de décider de construire 3 splendides, magnifiques et gigantesques bateaux de croisière pour relier l'Europe aux États-Unis. Donc il en a déjà sorti un, je ne me rappelle plus son nom, peut-être le Gigantique. Et puis le second est en cale, va bientôt être inauguré. Et Ismaël, qui est le président de cette société, dit à Pierpont Morgan, on va faire la croisière inaugurale, on va partir, je crois qu'il partait le 12 ou 13 avril 1912. 1912. Et donc, Pierpont Morgan reçoit un télégramme pour l'inviter sur la suite B51 ou B52 des milliardaires pour cette croisière inaugurale. Et là, Pierpont Morgan envoie à Ismaël un autre, j'allais dire SMS. Non, c'est pas possible, Serge, vous exagérez. Télégramme. Alors, il envoie un télégramme disant « Désolé, je ne pourrai participer à cette croisière inaugurale. Je vais inaugurer le sanatorium du docteur Blanc à Aix-les-Bains. » Alors donc, il va effectivement inaugurer ce sanatorium qui est dans l'hôpital d'Aix actuellement, là tout de suite après les urgences, et qu'il a financé. Et en réalité, il a aussi sa jeune maîtresse qui est arrivée déjà depuis plusieurs semaines au Splendide, qui est chouchoutée, tout est prêt. Mais il faut savoir que Pierpont Morgan, il a toujours sa chambre au Grand Hôtel d'Aix. En face, tous les reporters, les journaux de l'époque vérifient si Pierpont Morgan est par là, s'il va aller jouer au casino, s'il va jouer en bourse, ou etc. Et en réalité, il s'éclipse et il remonte au Splendide, voir sa dulcinée. Et donc, le lendemain matin... Excuse-moi, Serge, excusez-moi, parce qu'en fait, vous avez fait référence au Titanic ? Oui. Non ? J'allais vous poser la question. On y vient. Le 15 au matin, il prend son petit déjeuner dans le coffee room du Splendide, et là, il reçoit un télégramme. Son navire vient de couler, il devait être dessus, et c'est bien le Titanic. Exactement. Alors là, sacré destin. Sacré destin. Quand je faisais mes visites du patrimoine et tout, à un moment donné, je dis, écoutez, mesdames, n'écoutez pas. Messieurs, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir, un bateau ou une maîtresse? Bon, allez, d'accord, c'est de mauvais goût. Le destin, tu vois, des fois. Sans commentaire. Ah, puis, vous voulez vous en raconter une autre? Ouais. On a le temps? Allez. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. Ça, c'est Madame Lespinasse. Alors, Madame Lespinasse, on l'appelait Madame Banania. C'était les dirigeants de la société Banania. C'était nos petits déjeuners quand on était enfants, enfin, ma génération à moi. Le cacao, ouais, tout ça. En poudre. Et donc, elle venait tous les ans à Aix-les-Bains. Donc, elle venait avec sa Mercedes coupée. Derrière, la Mercedes break de son mari remplie de boîtes de Banania pour tout le personnel des palaces. Et dans la 3e Mercedes suivait l'amant. Alors, elle fourguait son mari. Elle aurait quand même pu mettre l'amant dans la 2e et puis les boîtes de Banania dans la 3e voiture, je trouve. Ah, peut-être qu'elle osait quand même pas trop le vexer, je sais pas. Voilà. Toujours est-il que le mari était donc plein sud au Splendide. Elle avait l'une des plus belles suites du Royal, et l'amant était dans ce qu'on appelle, nous, Maisonneuve, c'était les liaisons entre les deux palaces, où il y avait chaque fois des escaliers. Comme ça, c'était discret. Et puis alors, c'est quand même une dame formidable pour l'époque. Elle descendait en maillot de bain une pièce,
voir le concierge, et avec une invention toute nouvelle de l'époque, un matelas pneumatique. Et elle disait au concierge, pouvez-vous me faire venir un jeune bel homme ayant du souffle pour gonfler mon matelas? Donc on peut imaginer le personnel en train de gonfler le matelas pneumatique. Elle était gonflée quand même, si je puis dire. Et elle allait se mettre sur le gazon du parc, en train de se faire bronzer sur son matelas pneumatique. Voilà, c'était les... Donc elle arrivait, elle était de Paris, elle arrivait d'où? Elle était... De la région parisienne, probablement, oui. Mais on en a une autre encore qui était fabuleuse. La marquise de Casati. Alors la marquise de Casati, c'est la plus grosse fortune italienne. Elle avait acheté même un palais sur le Grand Canal, et elle louait la place Saint-Marc pour faire des fêtes. Au Dodge, à Venise. Et quand elle venait au Splendide, elle venait avec... l'un des deux, alors jamais avec deux apparemment, mais l'un des deux léopards tenus en laisse. Et puis elle avait un boa constrictor qui restait dans la chambre. Et elle demandait toujours au fameux concierge d'envoyer du personnel chercher des ratons et des mulots, de préférence vivants, pour amuser quand même Anagora, je sais plus comment, qui était son boa, qui devait s'ennuyer dans cette suite princière du Royal. Bon, ça va, elle leur demandait pas d'aller le promener. Voilà. Et puis alors on a un autre. Et alors cette clientèle-là venait fréquemment, ou c'était quand même Alors la marquise de Casati, je n'ai trouvé qu'une fois. Hein. Par contre, on avait Lagacan. Lagacan, il est venu mais des années, années. Oui. En plus, il a été président de la Société des Nations. Donc, il vivait au Royal, là, dans la grande suite du premier étage, avec une terrasse de 96 mètres carrés. Il était là avec sa femme, qui c'était la femme de Lagacan. André Caron, notre chambérienne. De Chambéry, oui. Chambérienne. Je savais plus le nom, elle était de Chambéry. Oui. Alors sur mon livre là, il y a un grand passage parce que j'ai eu la chance de pouvoir utiliser des archives de Sadruddin, qui est le fils de Lagacan, que Lagacan a eu avec André Caron, et il a fait donation de ses archives à la Société des Amis du Vieux Chambéry, qui m'a donné l'autorisation de les produire dans le livre. Donc vous verrez, il y a des photos qui sont magnifiques là. Magnifiques. Elles sont sépia, bien sûr, parce qu'elles sont vieilles, mais ce sont des belles épisodes de la vie aixoise. Alors je vois qu'il reste très peu de minutes, donc juste pour retracer un petit peu toutes ces anecdotes dans les différents contextes, ça va de 1884 l'ouverture. Ouais, c'est ça. La reine Victoria, on l'a eu combien de temps, la reine Victoria? Elle est venue 3 fois. Elle est venue 3 fois. 3 fois, mais elle vivait elle logeait dans une villa Mottet, de Monsieur Mottet, qui s'appelle d'ailleurs la Villa Victoria maintenant, à côté du casino. Elle n'a jamais été en hôtellerie. Elle avait subi, je crois, déjà 7 attentats, hein. Donc, il y avait des problèmes de sécurité à l'époque. Il fallait la mettre dans des. Alors, c'est ça qui est surprenant. Il fallait la mettre dans des endroits où les services de sécurité anglais ou français pouvaient la protéger. Puis après, elle partait avec son carrosse et son âne, toute seule. Donc, mais c'était déjà, il y avait des incohérences. Des incohérences, oui. C'est la vie, hein. C'est la vie après. Et finalement, toute cette aristocratie. Alors, ils s'occupaient. Donc, ils n'étaient pas forcément malades, hein. C'est ça. Ils venaient ils venaient pas en cure, on peut dire, pour se guérir. Non, ils venaient pour se retrouver entre eux. Pour se faire du bien, se retrouver entre eux, surtout. Oui, donc, on les retrouvait où? On les retrouvait dans les casinos. Casinos, théâtre, hippodrome. Oui. Et en moyenne, ils restaient combien de temps? Certains plusieurs mois, d'autres de passage d'une semaine. Alors c'était saisonnier ou finalement c'était toute l'année? Comment ça? Alors non, c'était on va dire de début avril jusqu'au 15 octobre. Ça c'était la grosse saison. Ah, ça occupe quand même. Hein. Oui, mais quand on regarde les fiches de présence sur les cahiers du Splendide, il y avait des gens qui étaient là en février-mars, en avril. Donc ça, c'était soit des actionnaires, beaucoup d'anglais, j'ai vu beaucoup de noms anglais, dont le colonel Larking, il est resté les descendants jusqu'en 1967, et on les voit de temps en temps comme administrateurs. Donc il y a des anglais comme ça qui avaient... Ah tiens, parmi les anecdotes, il y a une dame qui vient en 1920, elle s'appelle Ramsay de Connaught. Patricia Ramsay de Connaught. C'est la petite fille de la reine d'Angleterre. Elle vient pour plusieurs mois au Splendide. Louis Rossignoli est obligé de faire une augmentation de capital. On est en 1920, de mémoire. Elle achète 2500 actions.
Donc nous avons eu la famille d'Angleterre qui a été actionnaire de nos palaces quand même. Hein, Ah, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, je vois l'heure qui passe, on va être obligé de conclure, malheureusement. Donc merci à vous tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Donc si vous souhaitez encore en connaître davantage, lisez ce passionnant livre, le livre de Serge Sueur que vous retrouvez, comme je l'ai dit en début d'émission, dans la majorité des librairies d'Aix. Oui. Également chez Leclerc, dans l'espace culturel. Dans l'espace culturel, Carrefour. Enfin bon, je pense que de toute façon, partout où vous êtes, vous le trouverez. Voilà. Il me semble, sur Aix-les-Bains. N'hésitez pas aussi à venir sur la page Facebook et Instagram de Radio Grand Lac et de l'épicerie culturelle du territoire. Vous retrouverez des informations concernant nos émissions. Et vous retrouverez aussi le podcast pour ceux qui n'ont pas pu suivre en tout cas toute cette émission. N'hésitez pas à aller sur la page YouTube de Radio Grand Lac en tapant l'épicerie culturelle du territoire et vous avez tous les podcasts de l'émission. Dont celle-ci que visiblement, enfin je pense d'ici 10 jours, voilà, vous avez à peu près 10 jours pour retrouver les bénévoles qui fait ces podcasts. Merci Yannick. Merci en tout cas à vous tous. Très bonne journée. Le soleil visiblement a l'air de percer. Et très bonne semaine à tous. À bientôt. Merci. Et puis juste un petit mot Anne, pour donner rendez-vous à nos auditeurs à 18h30 pour une émission spéciale de Y'a du terroir sur la table avec Hilde, spécial Salon du chocolat des gourmandises qui aura lieu le week-end prochain. Et donc nous aurons des artisans chocolatiers qui seront présents en direct ce soir dans nos studios pour parler de ce salon. C'est à 18h30. Miam miam, on va se régaler. Et bonjour à Hilde. Merci beaucoup Serge. C'était au plaisir de vous retrouver ici. À chaque fois, c'est toujours un plaisir. Au plaisir d'une prochaine, vraiment. Merci. À bientôt. À bientôt.